Je trouve que c'est plus difficile de venir avec la casquette de venir, je viens de France. Mais c'est là où tu dois faire ta place. Moi, je me suis battue et j'ai compris que je devais apporter plus que ce que je faisais en France, pouvoir faire ma place à travers mon professionnalisme et des personnes qui m'entourent. On passe de banquière à une petite période de dépression qui te permet de te recentrer au Sénégal. Exactement. À Boss Lady International qui gère et Paris et Sénégal et la sous-région. C'est ça. Entre la période entre 2019 et 2020, je tombe malade, donc je fais une dépression suite à un diagnostic auprès de mon médecin traitant qui me l'annonce. Donc je pars sur un arrêt maladie de 1 an. Est-ce que le Sénégal t'a guéri de ta dépression? Oui, totalement. Parce qu'au Sénégal, comme tu dis, il y a beaucoup d'agences événementielles aussi. C'est ça. Mais toi, comment est-ce que tu tires ton épingle du jeu? Comment est-ce qu'on va dire, bah tiens, on va aller travailler avec Even by P, pas avec l'agence du coin? Qu'est-ce qui fait qu'on va venir vers toi? Bienvenue dans votre podcast Histoire d'audace. Merci à nos sponsors, EPC Minex, Business France et Rice, le réseau international des Sénégalais cadres et entrepreneurs de l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Penda Dimé, fondatrice de Even by P, qui nous partage son détour, son histoire de retour au Sénégal, ainsi que ses aventures entrepreneuriales dans l'événementiel. Bonjour Penda. Bonjour Mathilde. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Pareillement, content d'être là. Dis-moi Penda. Oui. Derrière tous les titres et derrière tout ce que tu fais, dis-moi qui est Penda? Penda est une belle jeune femme de bientôt 34 ans qui vit maintenant à Dakar, mais qui fait pas mal d'allers-retours entre la France et le Sénégal. Très joyeuse, très vivante, très sociable, et qui est dans une aventure exceptionnelle, on va dire, dans l'événementiel. Et qui a pas mal de choses à offrir et à inspirer les experts dans le monde. Ok. Et dis-moi, Penda, depuis combien de temps est-ce que tu es de retour à Dakar? Ça fait pas forcément, mais quand est-ce que tu t'es installée? Parce que tu es peut-être pas née ici. Bien sûr. Oui. Donc, je suis née en France. Oui. Je suis née à Villeurbanne, plus précisément. Et je suis, depuis toute petite, je pars en vacances au Sénégal avec mes parents depuis très, très jeune, tous les 2 ans, etc. Et depuis, on va dire, depuis 2021, mon aventure sénégalaise au niveau du business a commencé. J'avais cette envie de voir un peu comment ça fonctionnait le business ici, par curiosité. Je voyais pas mal de choses sur les réseaux sociaux et j'avais cette envie de partir. Et on va dire sur 2022, là vraiment, j'ai voulu dédoubler mon activité événementielle qui était déjà sur Paris. Et voilà, et maintenant 2 ans que je suis installée ici. D'accord. Donc tu nous voles un peu une histoire du film là. Donc tu es née à Villeurbanne. C'est ça. Mais avant d'arriver, donc tu venais souvent en vacances en famille. C'est ça, exactement. D'accord. Donc c'était important en tout cas pour ta famille de te connecter toujours au pays. Exactement. D'accord. Donc ça c'est quelque chose que tu faisais de manière régulière. C'est ça. Est-ce que c'est ces allers-retours là qui ont fait que tu as eu envie toi de venir t'installer? Qu'est-ce qui t'a fait te dire tiens, j'aimerais un jour venir au Sénégal m'installer? Comment ce cheminement s'est fait? Alors, à la grande surprise, il n'y a eu aucun cheminement derrière. C'était vraiment une décision un peu fait, on va dire à la va-vite, en tout cas sur le coup des émotions. J'ai toujours pensé m'installer en tout cas au Sénégal ou en tout cas en Afrique à partir de la quarantaine. J'avais vraiment mon objectif de développer mes activités et mes projets, ma vie aussi en France comme j'ai toujours fait. Et le Sénégal, c'était plutôt une petite trajectoire de me dire j'ai une activité ici aussi, je continue à faire mes allers-retours, etc. Et voilà, sur un coup de tête, j'ai décidé de venir m'y installer et atteindre les objectifs que je me suis fixés. D'accord. Donc en fait, ton but c'était vraiment de garder ce que tu faisais, c'est-à-dire faire des allers-retours. C'est ça. Mais pas forcément de t'installer. Exactement. D'accord. C'est ça. Donc les choses sont vraiment arrivées au fur et à mesure de la vie en fait. Oui, c'est ça, exactement. Sur un coup de tête, j'avais envie de dire pourquoi pas m'installer. Et c'est comme ça que j'ai annoncé à mes proches. Et c'est comme ça que quelques mois après, j'ai décidé de venir et de m'y installer. Alors, toi, toute ta famille est en France? Oui, toute ma famille est en France. D'accord. Donc, tu as fait des études à Villeurbanne.
Des études en finance, en quoi? Oui, en finance. Alors, moi, je suis née à Villeurbanne, j'ai vécu 6 mois. Et D'accord. après, moi, je suis une grande Parisienne. Ok. Donc, pratiquement, toute ma vie, je l'ai fait à Paris. Donc, un parcours très basique, un baccalauréat professionnel commerce, un BTS management des commerciales, une licence banque assurance finance. Et pensant finir dans la finance en tant que directrice d'agence. Ouais. Voilà, depuis toute petite, je voyais quand j'accompagnais ma mère à la banque, ça me donnait envie de finir dans ce domaine-là. Et j'ai réussi à rentrer dans la finance en tant qu'analyste par la suite. Mais j'ai su que c'était pas forcément mon rôle. Ouais. Je suis rentrée dedans, mais l'événementiel m'a attirée. J'ai organisé tout autour de moi et c'est comme ça que j'ai lancé l'aventure. Cette histoire d'événement, c'est que tu es dans la banque, donc tu réalises un peu ton rêve d'enfant de travailler dans une banque. Exactement. Donc c'est assez prestigieux et c'est sympa, donc tu as quand même... c'est un achèvement. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Mais comment est-ce que tu passes dans l'événementiel? Est-ce que c'était des événements que tu faisais, toi, de manière personnelle chez toi? Comment est-ce que tu as commencé un peu à... Alors, l'événementiel, comme je l'ai dit, est venu à moi. J'ai toujours organisé tout autour de moi. D'accord. Que ça soit des anniversaires, que ça soit les mariages de mes amis, que ça soit même des restaurants. Penda, vas-y, fais-toi de l'organisation, c'est toi qui gères. Donc, c'était un peu ça au départ. Avec des copines, on avait un projet de développer une activité, enfin plutôt une application sur la beauté et j'avais pris le pli de m'occuper de la partie événementielle, communication. Et c'est comme ça que l'aventure indirectement a commencé. Malheureusement, l'application n'a pas vu le jour. Mais j'étais déjà dans l'optique de... Il y avait quelque chose qui me disait « Ah bon, je vais pas peut-être m'arrêter là parce que l'application n'a pas fonctionné, mais je vais peut-être continuer. » Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc 2017-2018. Je lance après une petite page sur mes réseaux sociaux. À l'époque, c'était Instagram. Et voilà, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me fais connaître. Je fais pas mal de petits événements et aujourd'hui, on en est là. D'accord. Donc, en fait, tu continues à travailler, toi, en parallèle à la banque. Tu fais tes petits événements dans ton cercle un peu intime. Exactement. Et du coup, tu te fais un petit nom en disant, voilà, Penda, c'est celle qui organise tout. Exactement. Tu te rends compte que tu aimes ça. C'est ça. D'accord. Et comment est venu le moment où tu te dis, tiens, moi j'aime faire des événements, je vais quitter mon travail salarié pour me consacrer de manière plus sérieuse, plus professionnelle à l'événementiel. Comment est-ce que tu en arrives de là à là? D'avoir basculé. Alors, pour y réfléchir... Alors, en fait, l'événementiel pour moi était une passion. D'accord. J'étais vraiment passionnée d'événementiel. Je prenais plaisir à organiser des événements, que ce soit pour mes proches ou même pour d'autres personnes. Et j'ai commencé à avoir une adrénaline de me dire que j'aime ce que je fais et je réussis ce que je n'ai pas forcément appris. Je n'ai jamais eu de formation dans l'événementiel, c'est vraiment inné. Et j'avais cette envie en fait de pouvoir apporter plus. L'événementiel, plutôt la finance, c'était quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais à un certain moment, en tout cas à certaines avancées, je commençais à m'ennuyer. J'avais 3 écrans devant moi, c'était très bureautique, 9h, 17h30, et c'était tous les jours la même chose. L'événementiel m'apportait un plus. Chaque événement est différent, chaque client est différent, et voilà, mes semaines, mes journées ou mes soirées étaient totalement différentes de ce que je vivais dans la finance. Et je pense que c'est là où j'ai eu le déclic de me dire, il y a quelque chose de vivant qui se passe à côté et quelque chose d'ennuyant qui se passe de l'autre. D'accord. Donc tu l'as ressenti comme ça et tu t'es dit, je vais passer le cap de me professionnaliser dans l'événementiel. Exactement, c'est ça. Et donc tu fais ça. Donc, comment tu fais? Parce que en France, quand tu es salarié, c'est quand même une certaine sécurité. Ouais. Donc toi, comment est-ce que dans ta tête, tu te dis, je vais quitter cette sécurité-là pour me lancer dans quelque chose qui est pas improbable, mais qu'en tout cas qui est moins sûr. Oui, financièrement. Ouais, tu vois. Au départ, j'avais l'envie, avant le Covid, de quitter mon entreprise, de me dire ça fonctionne pas mal, j'ai assez d'événements, j'ai assez de demandes, je pense que je vais quitter. Et mon entourage me disait t'as quand même un CDI, l'événementiel c'est pas très sûr, attends un peu. Le Covid est arrivé, donc remise en question, je me dis heureusement que j'ai pas quitté mon emploi, donc beaucoup de travail en télétravail à distance. Et à ce moment-là, ou en tout cas entre la période entre 2019 et 2020, je tombe malade, donc je fais une dépression suite à un diagnostic auprès de mon médecin traitant qui me l'annonce. Donc je pars sur un arrêt maladie de 1 an et demi à peu près. Et je pars suite à du harcèlement moral au travail et d'autres points. Avec mon employeur, on décide de partir sur une rupture conventionnelle.
Et en fait, en ayant ce retour de la rupture, je me suis dit, je pense que c'est mon moment à moi de les quitter et de me lancer, je pense, à 100% sur l'événementiel. J'ai vu ça comme une opportunité et une ouverture de me dire, j'avais voulu auparavant, mais j'ai pas réussi pour X raisons. Et aujourd'hui, une porte s'ouvre à moi pour me lancer à 100% sur l'activité événementielle. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'entends effectivement que tu es passé par une dépression. C'est ça. Cette dépression-là est due notamment à du harcèlement au milieu professionnel. C'est ça. D'accord. Donc c'est très difficile de vivre ça et c'est à la période Covid, donc une période où tu étais quand même assez seule. C'est ça, exactement. Donc ça devait pas être d'autant plus difficile, j'imagine. C'est ça. Mais en même temps, j'ai envie de... Je suis pas du tout psychologue, mais c'était peut-être aussi un petit salut de te permettre, toi, de te recentrer sur toi, de te recentrer sur ce que tu aimais faire, en fait. Exactement. Ouais. Pour moi, ça a été la meilleure chose qui a pu m'arriver dans ma vie. Ouais. Et si c'était à refaire, je le referais. Parce que je pense que j'avais besoin de ça pour en être là aujourd'hui. Et si c'était pas arrivé, ma trajectoire était différente et je serais peut-être restée encore dans la finance. Ouais. Donc j'avais besoin de ce coup de pouce intérieur qui m'a fallu beaucoup de mal-être en moi, mais qui s'est transformé en bien-être et qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc du coup, tu sors de cette dépression par la grâce de Dieu. C'est ça, exactement. Et ensuite, toi, tu décides d'embrasser totalement la partie événementielle. C'est ça. Et de exactement. commencer à organiser. C'est ça, exactement. Mais en France. Oui, en France. Alors, pour la petite histoire, lorsque j'ai eu donc ma rupture conventionnelle, je suis partie donc 2 mois au Sénégal. D'accord. J'avais ce besoin de m'évader, de me retourner aux sources, de changer d'air. Et on était en période de Covid, donc l'Afrique était le continent le moins touché. Donc Ouais. plus facile de pouvoir partir. On n'avait pas contrainte. ce confinement. C'est ça, Avec des exactement. couvre-feux. C'est Ouais. ça. Donc je suis partie de moi, pour pouvoir changer un peu d'air, comme je disais, et aussi par curiosité, comme je l'avais dit au départ, de voir comment l'événementiel fonctionne, comment ça fonctionne ici. Pendant qu'on était en Covid, je voyais que Wally Seck faisait et autres artistes faisaient des concerts, donc je me dis bon, l'événementiel, c'est pas forcément toute la même chose pendant cette période-là. Et c'est comme ça que j'ai un peu analysé, ouvert les yeux, vu un peu les opportunités que j'avais. Commencer à rencontrer du monde et voir aussi la partie professionnelle, la partie business que j'avais pas forcément, notamment au Sénégal. Donc j'étais mi-vacancière, mi-curieuse de cette nouvelle aventure. Et à travers mes réseaux sociaux, les gens ont vu que j'étais au Sénégal, m'ont contacté, m'ont sollicité. Donc j'ai été appelée dans des médias. J'ai eu des personnes qui souhaitaient que je les forme parce que je suis aussi formatrice événementielle. D'accord. Donc voilà, des personnes qui sont venues du Mali. J'étais au Sénégal, il faut que tu me formes, je viens 2 jours, etc. Donc c'était un peu ça. Donc je me dis waouh, j'étais pas venue pour ça. J'ai vraiment venu pour m'occuper de moi. Mais le business est indirectement venu à moi et c'est comme ça que j'ai répondu présente. Alors, donc du coup, toi, tu viens au Sénégal pour te ressourcer. C'est ça. Pour un peu recharger les batteries. C'est ça. En même temps, dans ton esprit en filigrane, tu te dis, mais je vais quand même aussi faire un peu tâter le terrain pour voir comment se passe l'événementiel. Exactement. Mais à ce moment-là, tu n'étais pas encore dans ton optique de te dire que je vais voir l'événementiel pour travailler. Non. C'était vraiment par curiosité. Par curiosité. Pour pouvoir comparer ce qui se passe en France et ce qui se passe au Sénégal. Exactement, c'est ça. D'accord. Et en fait, tu as ta page Instagram sur laquelle tu partages un peu ce qu'on fait, quoi. C'est ça. Partager ce que tu fais, ce que tu aimes. Exactement. Et les gens, en te voyant arriver à Dakar, en ont profité aussi pour pouvoir faire des formations que tu proposais. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc en fait, les choses s'enquillent bien. Oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Ouais. C'était plus tôt que prévu, mais au final, oui, ça s'est bien concordé avec la suite. Ouais. D'accord. Et donc du coup, comment ça se passe pendant les 2 mois? Alors, le premier mois, vraiment chill, Ouais. très vacances, découverte aussi du Sénégal. Ça faisait 5 ans que j'étais pas partie entre-temps, donc je redécouvre le Sénégal, je redécouvre les activités. Voilà, le mindset aussi me change et ça me fait du bien d'être là, d'être à ma place, etc. Les 3 semaines après, ou le mois en tout cas d'après, je me concentre un peu plus sur les demandes, les opportunités dont je fais face. Et je me dis, bon, c'est une occasion si c'est là, c'est que ça doit être, c'est fait pour moi. Et c'est comme ça que je réponds présente à les opportunités que j'ai, donc de formation, d'organiser un événement et de répondre à quelques médias qui m'ont interviewé en radio et comme en télé. Mais il t'a interviewé pourquoi? Pour les événements? Oui, pour la partie événementielle, et ce qui était curieux au départ, c'est comment une organisatrice forme ses concurrents. C'était D'accord. un peu cette appellation que l'étiquette est, mais
mais t'es folle, pourquoi t'as pas peur qu'on prenne ta place, etc. Et je leur ai dit non, au contraire, j'ai dit la concurrence, il y en a. Et si je peux être le mentor de cette concurrence et aider les autres à se développer dans l'événementiel, pour moi, il n'y a pas de problème. Et c'est ce côté mindset, le côté confiance en soi qui est beaucoup pris. Donc c'est un peu ça qui permettait de pouvoir répondre présente. Donc toi, tu es quand même dans un processus de guérison parce que tu te dis, avec cette histoire de revenir, de prendre confiance en toi, qu'on te sollicite, etc., ça doit te donner quand même un certain bon regain de confiance. C'est ça. Tu retournes en France, tu mets en place Event by P. C'est ça. D'accord. Et ensuite, quand tu mets en Event by P, comment est-ce que ce déclic se dit, bah tiens, je fais l'agence événementielle et je fais aussi une agence événementielle au Sénégal. La navette. Ouais. Alors, donc quand je suis arrivée en France, j'ai eu des locaux, j'ai employé des stagiaires, des alternants. Donc voilà, j'ai vraiment développé l'entreprise sur place. Et je commençais à être sollicitée au Sénégal. Donc c'est comme ça que la navette a commencé. C'est « Ah bon, t'es pas au Sénégal, j'aimerais qu'on se voit, j'aimerais que tu organises ça, j'aimerais que tu me formes. » Donc je me suis dit, je pense que je vais commencer à faire les allers-retours, à faire la navette de temps en temps. Il n'y avait pas forcément de période. Et je retourne peut-être 6 mois après, et puis 3 mois, et puis 2 mois, etc. Donc je fais pas mal de retours entre l'année, je sais plus lesquelles années, mais en tout cas juste après. Et je vois que oui, ça prend pas mal, que je commence à développer un réseau, que je commence à faire ma place. Après, j'ai pas mal de défis aussi autour. C'est très compliqué aussi de pouvoir se faire sa place, de repartir des zéros, parce que même si on est entrepreneur en France, personne ne nous connaît ici. Et l'événementiel, il faut qu'on soit assuré qu'on nous fasse confiance pour organiser un événement qui repose sur un gros mouvement, un gros événement. Mais j'arrive un truc à faire mes allers-retours et surtout à définir un peu plus un réseau et à me lancer officiellement et du coup d'avoir le Paris-Dakar entre Event by P Paris et Event by P Dakar. D'accord. Donc du coup, maintenant c'est bon, c'est installé. Tu as Event by P Paris, Event by P Dakar. C'est ça. Tu as des événements de part et d'autre. C'est ça. Quels sont les événements les plus prestigieux? Ceux que tu as en France ou ceux que tu as au Sénégal? Je dirais ce que j'ai au Sénégal. Comment dirais-je? La vision, la France a déjà beaucoup d'agences événementielles, beaucoup plus reconnues que la mienne, avec une grosse notoriété, et le marché est un peu plus fermé que ce qu'on a nous au Sénégal. L'avantage ici, c'est qu'effectivement, il y a effectivement des agences événementielles, mais on a la possibilité d'avoir des opportunités qu'on n'a pas forcément en France. C'est la chance malgré tout, malgré la France, on nous laisse notre chance de pouvoir organiser de grands comme de petits événements. Et on a la possibilité de pouvoir faire sa place plus facilement et plus rapidement sur un secteur d'activité qu'on souhaite. Donc la différence, elle est là. Parce qu'au Sénégal, comme tu dis, il y a beaucoup d'agences événementielles aussi. C'est ça. Mais toi, comment est-ce que tu tires ton épingle du jeu? Comment est-ce qu'on va dire, tiens, on va aller travailler avec Event by P, pas avec l'agence du coin? Qu'est-ce qui fait qu'on va venir vers toi? L'avantage, et ce qui est arrivé dans beaucoup d'événements, c'est que nos événements commencent à l'heure. Event by P garantit un événement qui débute à l'heure à laquelle le client l'a demandé. Nous, on est beaucoup sur l'aspect du détail. On est sur un aspect très premium, très branding, et on rassure en fait de pouvoir répondre totalement à la demande du client de A à Z, et même de avant et après événement. Donc c'est ce qu'on garantit à notre client, et aujourd'hui c'est ce que nos clients confirment et ce qu'ils veulent en tout cas à travers nos événements, donc de pouvoir avoir cette partie culturelle, d'apporter le Made in France, mais s'adapter au Made in Sénégal. D'accord. Donc en fait, toi, ta différenciation, en gros, c'est vraiment le fait de respecter les horaires qu'on te donne. C'est ça. Et c'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui a fait c'est ça qui revient beaucoup. Ouais. Donc ça veut dire que c'est quoi? C'est du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on va dire tiens, Event by P, ils ont fait ça. Que tu as fait beaucoup de publicité au Sénégal pour avoir des opportunités. Est-ce que c'est le bouche à oreille? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette différence? La différence, c'est d'avoir déjà une visibilité que j'ai en France. Donc j'ai des clients par exemple sénégalais qui ont fait des événements en France avec moi, donc j'avais cette visibilité-là. D'accord. La visibilité aussi des réseaux sociaux, de pouvoir investir sur des vidéos, de pouvoir investir sur même des publicités sur Instagram ou autre réseau. Et bien sûr, le plus important pour moi, le plus gros, c'est la recommandation. Aujourd'hui, on a énormément de recommandations, principalement nos événements viennent de là.
Donc, les gens voient notre travail au départ, voient la continuité, le sérieux qu'on a et qu'on met en avant et qui nous permet d'avoir une recommandation plus simple. D'accord. Si un événement réussit et on répond totalement, on rentre les cases de ce que le client souhaite, la recommandation part plus simple. Donc, aujourd'hui, c'est grâce à nos recommandations que Event by P a de plus en plus d'événements. D'accord. Donc, en fait, en gros, aujourd'hui, le travail a fait la différence. Enfin, la qualité de ton travail a fait la différence. Donc, les opportunités, ne sont pas parce que tu es au Sénégal, mais c'est parce que tu offres quelque chose qui te permet d'avoir certaines opportunités. C'est ça. La qualité de travail, la qualité de nos équipes et la qualité de nos prestataires qui fait qu'aujourd'hui, on est encore sur le marché. Ok. Donc, comment s'est passé ce déclic-là en disant, bah tiens, du jour au lendemain, en fin de compte, je vais rester ici? Alors, comment c'est arrivé sur l'année, en tout cas, quand j'étais encore en France, c'était un peu compliqué. On a eu, comme partout, on a fait face à l'inflation. Donc, des événements annulés, des événements reportés, moins de demandes. Et là, je me suis posé la question, là, ça commence à être compliqué, en tout cas, surtout en début d'année. Qu'est-ce que je fais? C'est un peu ça. Je vois que voilà, c'est compliqué. Je devais rendre mes locaux. L'immeuble devait repartir sur une construction. Ça commençait un peu à se fermer autour de moi et j'ai l'habitude de rapidement rebondir. Là, il faut vraiment que je puisse trouver une solution. Et c'est comme ça que je me dis, pourquoi pas m'installer au Sénégal et lancer Event by P au Sénégal directement. Et c'est comme ça, sur la même phrase, que j'ai décidé de m'installer et d'annoncer à mon entourage et de venir. Comment a été prise la nouvelle? Elle a été bien prise, en tout cas pour la plupart de mon entourage. Pour eux, c'était une logique, c'était une suite logique. Oui, on savait que tu allais partir, tu faisais tout le temps les allers-retours, donc tu allais partir. Quand tu vas au Sénégal, ça te va bien, tu es bien, ça se ressent, tu es à l'aise et tu as quand même quelques opportunités que tu n'as pas forcément ici. Donc ça, c'est l'avantage, tu arrives à avoir quand même une équipe, etc., des personnes de confiance avec qui tu travailles. Donc il y avait cette vision que mes proches avaient que j'avais pas forcément. Moi, comme je disais, je continuais à faire des allers-retours. Et il y a eu aussi, moi j'ai des amis qui sont rentrés. L'Afrique, c'est dur à entreprendre. Est-ce que tu es sûr de pouvoir tout quitter pour partir? Pourquoi les Sénégalais veulent rentrer en Europe, en France, et toi tu veux rentrer? C'était un peu ça. Et j'étais vraiment déterminée avec mon projet. Je dis pour moi, vu que c'est venu sur un coup de tête, je ne l'ai pas préparé. Pour moi, je dois répondre un peu à l'appel de partir. Et si ça ne marche pas, au moins j'aurais essayé. Donc c'était un peu ça. D'accord. Donc tu as quand même eu des retours qui étaient assez, on va dire, décourageants en disant mais attends, les gens ils veulent aller en France, soit tu veux aller au Sénégal. En plus, l'entrepreneuriat au Sénégal, c'est difficile. S'installer au Sénégal, c'est difficile. Parce que malgré le fait que tu venais souvent, il y a quand même des codes culturels que tu dois intégrer. C'est ça. Malgré tout. Comment ça s'est passé, toute cette adaptation-là, en termes de codes culturels, en termes d'installation, en termes de mindset, d'entrepreneuriat? Quels ont été les défis et les avantages? Alors, quand je suis arrivée, j'ai eu quand même 6 mois de temps d'adaptation que je ne pensais pas avoir. À force d'avoir fait les allers-retours, j'étais persuadée que c'était bon. Je maîtrise, je connais, etc. Mais partir 1 mois, 2 mois et y vivre, c'est totalement différent. Et surtout en tant qu'entrepreneur, parce que je suis beaucoup entourée de salariés, je suis la seule entrepreneur dans mon entourage. Et donc quand je pose la question, j'ai dit moi lundi j'ai commencé le boulot, donc je suis rapidement rentrée dans une routine de boulot, de pouvoir connaître du monde à travers mes collègues, etc. Et la différence, c'est que moi, j'étais seule. Donc, j'arrive, pas de famille, pas d'amis, pas de réseau, concrètement, en tout cas. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais lundi? Qui je vois, comme j'avais l'habitude de faire quand je venais, c'est de prendre un rendez-vous avec, en amont, etc. Donc, pendant 1 mois, j'avais des rendez-vous tous les jours, je savais qui j'allais voir. Là, j'arrive, je suis là. Qui je vois, qu'est-ce que je fais de ma journée, qu'est-ce que je fais de ma vie, comment je repars, quelle est la stratégie que je mets en place pour continuer à prospérer mon agence, comment je recrute, qui je recrute. Voilà, c'était vraiment, je me dis, au final, 2 semaines le temps de finir de m'installer, etc. Je me dis, peut-être qu'ils avaient raison. Et je me suis dit, oui, je suis vraiment malade. Je suis arrivée sans rien, sans promesse, sans rien. Et en fait, là, qu'est-ce que je fais? Et c'est ça où il faut se créer une nouvelle routine. Et quand je suis arrivée, moi, j'étais vraiment focus à l'envie de pouvoir partir pour développer mon business. C'était vraiment l'un des premiers facteurs de mon installation, les raisons de mon installation. Et je me suis dit, quand je suis arrivée, j'ai pas fait face aux autres. Que là, je repars sur une nouvelle vie.
Et j'avais pas pensé à ça quand je suis arrivée. Moi, c'est business ou rien, mais avec business et le reste qui allait avec. Donc, il faut tout recommencer. Donc, qu'est-ce que je fais au quotidien, comme je l'ai dit, qui je fréquente, vers qui je vais, quels sont les endroits où je fais mes courses. Donc, c'était tout ça. C'est vraiment, je repars sur une nouvelle vie. Et là, il faut tenir à se dire, voilà, le business est bien, mais en final, il n'y a pas que le business. Alors, est-ce que un retour se prépare? Si c'était à refaire, est-ce que tu le préparerais mieux? Franchement, non. Si c'est à refaire, je ferais, je pense, quasiment la même chose parce que ça a été les meilleurs moments où j'ai su, en fait, comprendre le pourquoi, ma force de résilience et tout simplement ma confiance en moi. J'étais persuadée que j'étais là où je devais être. J'étais vraiment j'avais une confiance en moi innée qui me permettait de me dire, je sais pas comment ça va marcher, mais je suis pas là pour rien. Et si ça devait passer comme ça, ben c'était une bonne chose. Beaucoup de personnes autour de moi préparent leur retour. Comme je dis, c'était pas prévu que je m'installe. Et je parle avec des gens qui avaient déjà en préparation de leur retour et qui sont encore en France. Et je me dis, mais quel était ton déclic? Comment ça s'est passé? Et je pense que si je l'avais préparé, j'aurais entendu peut-être le bon moment. J'en ai jamais vraiment prêt, mais j'ai pas attendu le moment pour le faire. Je suis partie. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Plutôt que de dire je dois mettre tant de côté, que je dois attendre telle opportunité, telle promesse, etc. Et j'ai pas attendu ça pour pouvoir venir. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. D'accord. Alors, est-ce que financièrement, le fait de venir comme ça et de pas préparer, est que c'est quelque chose de easy? Dans le sens où tu viens, le budget, tu peux pas forcément le percevoir quand tu es en France. Tu viens ici, le budget est souvent beaucoup plus élevé que ce que tu avais prévu. Ça, c'est ce genre de choses-là. Comment est-ce que tu pallies à ça? Est-ce que c'est des choses, des choses faciles à appréhender? Même si tu viens en disant je suis mon instinct. Oui, effectivement, c'est une chose à laquelle je n'ai pas pensé quand je suis arrivée. Et en fait, là, oui, on fait face au fait que je suis entrepreneur. On sait tous que l'entrepreneuriat, notamment dans l'événementiel, il y a des périodes où ça va, il y a des événements, et d'autres où il n'y en a pas. Des périodes creuses, ouais. Exactement. Donc, j'ai fait face à ça. Et l'avantage, et ce qui m'a donné de la force, c'est de diversifier mes activités. Et c'est ça qui m'a permis je suis une entrepreneur, je suis certes organisatrice d'événements, mais je ne vais pas faire que de l'organisation d'événements. Donc, j'ai développé davantage mon centre de formation. Donc, je suis formatrice événementielle. Ici aussi au Sénégal. Ici au Sénégal, également coach. Donc, j'accompagne des personnes en individuel ou en collectif. Coach de quoi? Événementiel. Je reste toujours dans l'événementiel, donc des personnes qui souhaiteraient se lancer, qui ont un projet, qui aimeraient, sur 1 à 3 mois pouvoir se lancer. Donc, j'ai développé davantage cela. J'ai eu de la visibilité grâce aux réseaux sociaux au Sénégal, mais dans d'autres pays d'Afrique. Donc aujourd'hui, je forme des personnes qui sont au Congo à distance, donc sur la partie coaching événementiel. J'étais enseignante, j'ai eu une opportunité d'être enseignante en événementiel, donc management événementiel, pendant 2-3 ans dans une école de commerce ici à Dakar. Donc une opportunité d'être mi-formatrice, mi-enseignante. Moi qui avais des difficultés à l'école, pour moi c'était une belle revanche de me dire aujourd'hui je suis enseignante, c'est moi qui donne les ordres et c'est moi qui note les devoirs et les contrôles. J'ai réussi à développer une activité en tant qu'agent d'hôtesse. Il y avait de la demande. Beaucoup me demandaient est-ce que vous avez des hôtesses. Beaucoup me demandaient est-ce que vous recrutez des hôtesses. Un besoin, une offre. Et j'ai créé donc l'agence d'hôtesse. Aujourd'hui, j'ai 20 hôtesses qui travaillent chez Event by P, qui ont plusieurs événements selon les périodes. Donc là, on a 4 services, 4 sources de revenus différentes. En sachant qu'à côté, j'ai donc mon association qui s'appelle Ma Santé Mentale. Et hormis les vidéos et photos que je propose, les ateliers, on m'appelle beaucoup pour donner des conférences. Donc voilà. Donc je pars avec ça, avec ce bagage-là que j'avais pas forcément, ou en tout cas développé en France, mais que j'ai beaucoup plus mis en avant. Je reste dans le même domaine, donc qui est l'événementiel. Mais si j'ai pas d'événement, je rebondis sur autre chose qui me permet de pouvoir être vraiment sur la partie business. Oui. C'est important de le dire parce que se baser sur une seule source de revenus peut être dangereux. C'est ça. Surtout quand tu es entrepreneur. Exactement. Je pense que le fait comme ça de diversifier tes sources de revenus, c'est important. C'est ça. Et c'est possible. Oui, bien sûr. Voilà, et c'est possible. Et c'est quelque chose qui serait peut-être moins possible
En tout cas, en France, peut-être la conjoncture ou le contexte ne permet moins, C'est ça. malheureusement. Mais ici, c'est quelque chose que tu peux faire. C'est ça, exactement. Donc maintenant, tu es installé au Sénégal. C'est ça. Tu as toutes ces activités au Sénégal. C'est ça. Mais quid Even by Pi en France? Comment ça se passe? Événements en France, reste toujours en France. D'accord. On a quand même pas mal d'événements sur l'année. Donc, soit une équipe organise des événements sur place, ou soit, si le client insiste pour que je sois là, me déplace pour que je puisse organiser l'événement. Donc, voilà, je fais 2-3 allers-retours quand c'est le cas. Mais on a moins d'événements sur place. Après aussi, on est sur un autre positionnement, donc ça nous permet de pouvoir acquérir un autre style de clientèle. Mais Event by Pi France continue à organiser des événements. Mais la stratégie, c'est de développer la partie Sénégal et la partie Afrique francophone. D'accord. Donc, tu as aussi un objectif de développer la sous-région. C'est ça, Donc, exactement. tu commences à avoir des clients dans la sous-région aussi. Exactement. D'accord. C'est ça. Donc, en fait, on passe de banquière à une petite période de dépression C'est ça. qui te permet de te recentrer au Sénégal Exactement. à, comme tu aimes t'appeler, Boss Lady International, C'est ça, exactement. qui gère et Paris, et Sénégal, et la sous-région. C'est ça, exactement. Et quel est le conseil que tu donnerais, toi, à quelqu'un de la diaspora qui veut faire ça, qui veut revenir et qui ne sait pas trop comment faire, ou qui est en train de tâtonner, ou qui apparaît comme ça, des idées, qui souhaite mettre en place, mais qui se dit « Ah, ça peut être compliqué ». Moi, je conseillerais à la personne, et les personnes même qui m'écrivent, qui me demandent un peu, donc je réponds automatiquement, c'est déjà de venir. Beaucoup de personnes n'ont jamais mis les pieds au Sénégal, ou en tout cas de loin, me voient ou voient d'autres entrepreneurs et se disent « Bon, je peux y arriver, c'est facile, moi aussi je vais me lancer ». C'est une erreur. Beaucoup de choses, j'ai dit beaucoup de choses positives, mais il y a énormément de choses négatives. Après une victoire, il y a 10 échecs avant. Donc c'est une bataille sans fin, c'est compliqué de pouvoir faire sa place et de se lancer. Donc je dirais aux personnes de venir déjà voir si l'environnement leur convient, le mode de travail leur convient, les mentalités, les échanges. Il faut venir pour voir. Et moi, c'est pour ça que j'ai eu la facilité de venir m'installer, parce que j'ai fait quand même 6 à 7 allers-retours avant de pouvoir sauter le cap. Et je pense que c'est important de pouvoir le faire, de trouver des personnes de confiance, d'avoir un réseau, de pouvoir vraiment être à l'aise au fait que je veux me lancer. Il y a 2 parties. Il y a la partie salariale, donc les gens peuvent venir en tant que salariés, en entreprise, peu importe d'entreprise, sénégalaise ou autre, et il y a la partie entrepreneuriale. Donc si les gens viennent, dans quel secteur, en tout cas, ils aimeraient évoluer? Être salarié plus entrepreneur, ou être automatiquement entrepreneur, ou que salarié? Donc ça, c'est important. Moi, je suis entrepreneur, donc ma vie sénégalaise se passe très bien, mais ma vie entrepreneuriale est très difficile. Je suis dans le début et en plein développement. Et ça à prendre en compte. Pas mal de choses arrivent au quotidien. Est-ce qu'on a les épaules et le mindset pour pouvoir arriver? Et à chaque fois, je me dis, j'ai beaucoup de chance d'avoir été entrepreneur depuis X temps et d'être aujourd'hui focus sur mes objectifs, parce que à certains moments, je me dis, franchement, là, ça devient difficile. Je dis pas que je parle jamais de pouvoir rentrer, mais je me dis, heureusement que j'ai ces bagages-là. Sinon, quelqu'un qui vient d'arriver, je pense qu'aurait lâché. C'est ça la différence. Donc, vraiment, prendre son temps, analyser et après se laisser guider par les opportunités et surtout les créer. Parce qu'on a tendance à dire que l'Afrique, le Sénégal est un pays de terre d'opportunités, d'Eldorado, etc. Mais toutes les opportunités qu'en tout cas que moi j'ai eues, c'est que je les ai créées. J'ai créé, je suis allée avec le culot, etc. pour pouvoir les avoir. Et je n'ai pas attendu. Et ce qu'on nous fait croire souvent sur les réseaux sociaux, c'est qu'on arrive, on dit qu'on est là, on croise les doigts et qu'on attend que ça arrive, alors que non. Et beaucoup le pensent. Non, tout ce qu'on a, tout ce qui arrive, il faut le créer, le mettre en avant et surtout avoir un travail de qualité. Pour moi, c'est important et c'est comme ça qu'on se distingue. Oui. Et ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que c'est pas parce que tu es Penda de France qu'on va venir vers toi. Exactement. Ça, c'est important. Ça, c'est sûr. Et aussi, la médiocrité, non. Exactement. L'Afrique n'est pas là pour la médiocrité. C'est ça. Il faut autant de qualité et de professionnalisme C'est ça. que si on était ailleurs. Exactement. Ça, c'est important de le souligner, parce que c'est ça aussi qui fait le cocktail, qui fait que les opportunités viennent à toi. C'est ça. Le travail, l'humilité et le fait de proposer quelque chose sans faire de différence entre quelqu'un qui vient des États-Unis, d'Europe ou de Dakar ou de Saint-Louis ou ailleurs. C'est ça. Ouais. Et je vais dire aussi, je trouve que c'est plus difficile de venir avec la casquette de venir, je viens de France.
La casquette, elle ne vaut rien ici. Mais c'est là où tu dois faire ta place. Moi, je me suis battue et j'ai compris que je devais apporter plus que ce que je faisais en France, pouvoir faire ma place à travers mon professionnalisme et à travers la qualité de mon travail et des personnes qui m'entourent. Donc, c'est important. Et du coup, tout ça a payé, Oui. parce que la consécration a été le dernier événement que tu as fait. C'est ça. Qui était un événement, un dîner, c'est ça? C'est ça. Un dîner pour les Lions du Sénégal à Lyon de la Teranga avant leur départ à la Coupe du Monde. C'est ça. Comment est-ce que ça s'est passé, ça? Comment est-ce que tu es arrivé à organiser ça? Alors, donc on m'a contacté, donc chef Abdou, connu en tant que chef de renom, qui m'a contacté pour organiser. Donc il m'a expliqué sa vision, il m'a expliqué ce qu'il voulait. Chef Abdou qui est en France. Oui, chef Abdou qui est en France. Donc on m'a contacté, dit voilà j'ai un projet, est-ce que tu serais d'accord pour pouvoir m'accompagner, pouvoir organiser cet événement-là? Je lui dis bien sûr avec grand plaisir. Voilà, quels sont tes besoins réels sur l'événement? Donc comme chaque événement, intérieurement très très contente. Dans un premier temps parce que je suis une grande supportrice des Lions de la Teranga depuis toute petite. Donc je me dis il y a quelques mois, quelques semaines, j'étais allée supporter à travers ma télé pendant la CAN qu'on a reportée. Et aujourd'hui, je me retrouve à organiser un événement pour eux. Donc déjà, je me dis en tant que supportrice, c'est vraiment quelque chose. En tant que personne de la diaspora, me dire que j'arrive à avoir ce type d'événement et qu'on me contacte pour ça. On pense à toi. Et on pense à moi parce que je me dis avec tous les agences événementielles du monde, ou en tout cas du Sénégal et de Dakar, c'est Ben Baby qui a été choisi pour cet événement-là. Et de me dire que pour les moments où j'ai patienté, les moments où ça a été compliqué, ça a été difficile, tous les moments négatifs que aujourd'hui, pour moi, cet événement a vraiment été une concrétisation. Difficile de faire sa place, difficile de s'imposer en tant que tel, et notamment dans l'événementiel et à Dakar. Je me dis que cet événement-là me permet de pouvoir poser mon agence, en tout cas de savoir quelque chose de concret, d'augmenter ma notoriété, ma visibilité et surtout de mon travail. L'événementiel est un métier très très compliqué, je dirais même par moments très ingrat. Et c'est difficile d'organiser un événement, tout se repose sur une journée. Et je me dis que voilà, cet événement a permis vraiment de souffler, de me rassurer pour me dire que je me bats depuis plusieurs temps, depuis plusieurs années, et notamment de venir ici, de faire ma place. J'ai 1m58, donc très difficile de m'imposer et voilà, d'être la femme en tout cas imposante que les gens voient. Et je me dis aujourd'hui, avec cet événement-là, ça a été pour moi un événement de respect à travers mon challenge personnel, à travers les étiquettes que je viens de citer, mais surtout à travers les événements, en tout cas, qui peuvent se faire au Sénégal à travers celui-là. En tout cas, c'est magnifique. Merci. J'ai une question à te poser. Est-ce que le Sénégal t'a guéri de ta dépression? Oui, totalement. Ouais. Totalement. Je pense que, et c'est ce qu'on dit, on ne guérit jamais, totalement en tout cas, là où tu es tombé malade. Et je pense que pour moi, depuis cette maladie, depuis même l'arrivée de l'entrepreneuriat dans ma vie, parce que ce n'était pas prévu que je sois entrepreneur, au passage, j'étais vraiment faite pour être salariée jusqu'à la fin. Donc dès que l'entrepreneuriat est venu à moi, beaucoup de choses se sont ouvertes. Et aujourd'hui, je reste toujours surprise de toutes les opportunités qu'il y a, parce que c'était pas ce que j'avais pensé au départ. Et le Sénégal m'a réconfortée avec mon bien-être, avec cette stabilité mentale que j'avais besoin. Et je pense que, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Il fallait que je passe par là pour pouvoir m'installer, pour avoir ce cheminement-là, pour pouvoir faire tout ça. Donc quand je regarde en arrière, je me dis waouh, c'était écrit comme ça. Et même moi, je suis surprise. Aujourd'hui, j'interviens dans 4 autres pays d'Afrique, le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et j'avais une vision Afrique, une vision Afrique francophone, et j'espère bientôt anglophone, mais dans plusieurs années, dans du moyen ou long terme. Et tout arrivait très très vite, et je me dis que si j'avais pas eu ce cap de dépression, si j'avais pas pensé partir au Sénégal en sachant que je voulais partir en Turquie, avant la Sénégal, rien à voir. J'ai dit bon, j'aime bien la Turquie, c'est pas très loin, j'y vais. Je passe quelques temps et je reviens. Mais à cause du Covid, j'ai dit bon, allez, je vais au Sénégal, ça fait longtemps. Et c'est comme ça que mon aventure sénégalaise aujourd'hui a commencé. Et ce dîner-là m'a vraiment compris que c'était écrit, c'était comme ça. Il fallait que je passe par toute cette étape-là. Et je me dis waouh, je suis contente en tout cas d'avoir passé cette étape pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Et j'espère encore au-delà, c'est ça. Worldwide. Exactement. Non, on vise encore plus haut, plus loin. Mais en tout cas, là, je suis vraiment assise et ça me permet même de motiver mon entourage, les plus jeunes, etc., que tout est possible, si on part de loin, hein, comme moi, la preuve, de partir du salariat à l'entrepreneuriat jusqu'à organiser ce type d'événement. Ouais.
La dépression, t'en parles de manière très ouverte et Oui. c'est très appréciable. Tu me dis que le Sénégal t'a guéri de la dépression. Enfin, Tout ce qui est en fait santé mentale, dépression, c'est quand même un sujet qui commence petit à petit à se démocratiser. Mais au Sénégal, en tout cas, ça doit être en Afrique, hein, je te parle en général, c'est quand même assez pas tabou, mais on a une certaine gêne d'en parler de manière très crue, de manière très cash. Comment est-ce que toi, tu sens ce sujet-là au Sénégal, ce sujet de la santé mentale et de la dépression? je trouve que c'est un sujet qui s'ouvre un peu plus, c'est beaucoup moins tabou. On a organisé beaucoup d'événements ici sur le sujet, d'avoir assisté à des ateliers et autres conférences. Les gens ont ce besoin de pouvoir parler, de pouvoir délivrer, de se dire enfin, on parle de la santé mentale. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. On organise des ateliers, voilà, tout type. On échange vraiment à cœur ouvert, sans jugement. Et il y a autant d'hommes que de femmes. C'est ça, il y a autant de jeunes que de personnes un peu plus âgées. Donc tout le monde se retrouve sur ce sujet-là. Et je trouve que même les événements au Sénégal sont beaucoup plus appréciés ici que lorsque j'organise des événements sur la santé mentale en France. En tout cas, dans notre communauté. Ouais. Et je me retrouve face à des personnes qui le vivent au quotidien, mais qui se délivrent en fait quand ils en ont besoin et se dire enfin, il y a quelqu'un qui l'a vécu, qui l'a vaincu Et qui en parle. et qui en parle et qui peut me comprendre. Donc je passe, malgré mon emploi du temps de ministre, je passe du temps par téléphone, par message à échanger aux personnes qui sont encore en dépression. Et aujourd'hui, qui me remercient, notamment des gens, des jeunes étudiants qui me disent bah merci grâce à ton événement, depuis ton événement, je vais mieux, je tenais à te remercier, etc. Là, je me sens bien, j'ai pris un boulot. Donc, me donnent aussi des nouvelles, prennent de mes nouvelles, je prends leurs nouvelles également. Mais il y a cette envie, en tout cas, de se dire que on n'est pas forcément, c'est pas forcément une maladie ou en tout cas européenne ou occidentale comme on l'entend, et que en fait ce que je vis, bah en fait c'est normal. C'est comme ça qu'on le comprend. Et en tout cas, de faire partie, en tout cas, du processus de guérison, parce que je ne suis pas psychologue et autres, et je mets en relation avec des psychologues quand c'est comme ça. Mais de dire que j'ai vécu ça pour pouvoir en parler, parce que d'autres le vivent, n'en parlent pas. Mais j'avais cette envie de pouvoir en parler, de pouvoir le partager librement, sans rentrer en détail de quoi que ce soit. Mais de te dire qu'on peut vivre, on peut le vaincre, et ça peut être une force aussi pour le futur. Et c'est ça que je veux apporter à travers les événements, notamment au Sénégal. Alors, est-ce que tu penses que le fait d'être une plateforme un peu où tu permets aux personnes de libérer leurs paroles, est-ce que c'est pas ça qui manque au Sénégal en termes de santé mentale, de pouvoir parler librement de ce qu'on ressent sans qu'on soit jugé ou sans que ce soit quelque chose de gênant? Oui, je pense que c'est ce qui manque. Après, on est une société, le jugement est très rapidement mis en avant. Les gens ont peur de parler, de peur de s'exprimer. Voilà, il y a pas mal de choses dans ce sens-là. Donc, je pense que peut-être notre génération va faire changer les mentalités. En tout cas, moi, je le vois qu'il y a du changement. Nos parents ne sont pas encore prêts, donc il y a encore la passation entre eux et nous. Mais je pense que les générations futures vont pouvoir faire évoluer ça. Donc, ça va prendre du temps. Mais déjà, rien que d'en parler, rien que d'être ici, rien que d'afficher sur les réseaux sociaux, lors de live ou autre, parler de santé mentale et que les gens puissent en tout cas s'entendre et s'écouter, déjà c'est un grand pas. Et après, je pense qu'au fur et à mesure, pas mal de choses vont prendre le cap. Et Penda, la petite fille de 6 ans, la petite Penda de 6 ans qui était à Paris. Oui. Si elle voyait la petite Penda de 34 ans, qu'est-ce qu'elle lui dirait? Qu'elle est fière. Très très fière. On était petite, très joviale, comme j'ai dit, très vivante. On aimait le monde, les gens. On était vraiment on l'est toujours d'ailleurs, très très opening sur tout ça. On n'avait pas forcément de vision, voilà, on était dans l'innocence. Et aujourd'hui, si elle me voit, je fais beaucoup sur les réseaux sociaux d'avant, après, en étant petite, etc. Je pense que c'est une fierté immonde. C'est vraiment une confiance en soi qu'on a, malgré tout ce qu'on a vécu. Et ce qu'on a vécu nous a permis d'être là. Donc, on remercie le passé, on remercie le présent et on fonce vers le futur. Ouais. Et s'il y avait des choses que tu devais refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu referais autrement? Pas forcément. Je pense que je ne toucherai à rien parce que Même la dépression? Même la dépression, j'ai dit que si c'est à refaire, je le referai. Parce que c'est à refaire parce qu'effectivement aujourd'hui tu as vu ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Et l'état même de dépression,
Je pense que... Oui, non, quand j'étais sur place, c'était pas comme ça. Je pleurais tous les jours, toutes les heures. Ouais. C'était un combat permanent et très, très complexe. Ouais. Je sais ce que j'ai vécu aujourd'hui, mais aujourd'hui, je remercie la dépression d'être venue dans ma vie, de ne pas avoir subi ma vie. Je pense qu'il y avait une période où je subissais. On est dans une période, dans une société, tout va très vite, etc. On n'a même pas le temps de prendre soin de soi. Et cet épisode de ma vie, cette épreuve m'a permis de prendre soin de moi. Je dis pas que, voilà, je continue ma vie tranquillement comme toujours, mais j'ai ce temps de recul. Et ça m'a permis de me concentrer sur moi, de pouvoir prendre le temps de moi, d'être entrepreneur à 100%, de pouvoir me lancer, ne pas avoir peur en fait des challenges et des défis que j'ai au quotidien, que j'aurais pu avoir si j'avais pas passé cette étape-là. Et tu donnerais quel conseil, toi, aux personnes de la diaspora qui veulent revenir ou qui ne veulent pas revenir? Alors, rien n'oblige quelqu'un à revenir. On a cette pression à travers les réseaux sociaux, à travers le retour du pays, qui malheureusement est lancé en tout cas, et qui force les gens à rentrer. On voit un tel rentrer, on entend qu'il faut rentrer, ben on doit rentrer. Pas du tout. Chacun son destin, chacun est libre de faire ce qu'il veut s'il est à l'aise avec ce qu'il est actuellement. Moi, c'est comme ça que je le dirais. Si tu veux rentrer, pour quelle raison tu veux rentrer? Quel est le projet que tu aimerais mettre en place? Où tu aimerais travailler, parce que c'est une question de finance, une installation, un déménagement, c'est ça. Clairement, oui. Et quelle est la vie que tu aimerais avoir? Moi, c'est ça. Beaucoup me disent, voilà, je veux rentrer, mais quel est le pourquoi? Et pour moi, tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, on ne peut pas rentrer. On peut développer, d'autres projets, construire un immeuble, etc. Enfin, partir sur plusieurs projets, pas forcément financés, être dans l'agriculture et autres. Mais c'est ce pourquoi et qu'est-ce qu'on propose en fait, on propose en arrivant et être sûr en fait d'avoir le mental de pouvoir en tout cas se lancer à 100%. Non, et puis c'est très important ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a toute une sorte de vague de retour au Sénégal. Il faut revenir en Afrique, mais chacun fait comme il le veut et comme il le sent. C'est ça. C'est pas une obligation, et tu peux autant impacter en étant à Lyon, à Paris ou en Vendée, en Afrique, qu'en étant sur place. C'est ça. Je pense que c'est aussi important d'un peu désacraliser un peu ce retour au Sénégal et de permettre à tout le monde de faire comme il le veut et comme il le sent. C'est ça, exactement. Ouais. Super. Et pour le mot de la fin? Le mot de la fin. Comme j'aime dire dans tous les podcasts, dans toutes les vidéos, on est 8 milliards sur Terre. Il y a de la place pour tout le monde. Important de prendre soin de soi, de s'occuper de soi et de se dire qu'on ne vit qu'une fois et qu'il ne faut pas rater ce premier essai parce qu'il n'y en a pas d'autres. C'est important d'être à l'aise là où on est, de ne pas forcément écouter les personnes qui nous entourent et de foncer. Pour moi, être plus déterminé qu'on ne l'est déjà. Et que ça soit, peu importe le projet qu'on a, que ça soit encore l'ambition qu'on a, et voilà, l'envie en tout cas qu'on aimerait mettre en avant, de se dire que voilà, si on doit partir en tout cas demain, qu'est-ce qu'on aimerait laisser derrière nous, et voilà, de faire sa place là où en tout cas on peut l'avoir. Un très beau mot de la fin. Moi, j'ai une toute petite dernière question. Oui, bien sûr, dis-moi. Ton audace dont tu es le plus fier dans ta vie entière. Ça veut dire tout le temps parce que t'as tout le temps été audacieuse. Oui, moi je suis très, on dit oui, je suis la personne qui, oui Panda s'il te plaît, est-ce que tu peux les demander, est-ce que tu peux, moi j'ai pas peur du non. Moi, pour moi, le non, ça peut pas être pire et on peut pas être pire que le non. Tu me dis non, au moins je serais allée, j'aurais essayé. Donc pour moi, je suis née audacieuse. Je pense un peu moins, je dors un peu sur mes lauriers, on va dire. Mais j'ai vraiment l'audace en moi. Et tout ce que je fais, notamment dans l'entrepreneuriat, dans l'événementiel et même en tant que femme, travailler dans un milieu d'hommes, etc. Si tu n'es pas audacieuse, si tu n'as pas en tout cas les épaules pour moi c'est compliqué. Donc au quotidien, je reste audacieuse et c'est comme ça qu'aujourd'hui j'ai réussi à être là où je suis aujourd'hui. Et tu retourneras en France? Ou est-ce que là ta vie au Sénégal elle est calée? Là tu es pour le Sénégal ou tu es pour pour l'instant je suis là. Ouais. Pour l'instant je suis là. J'aimerais y rester au plus longtemps possible. Moi je me retrouve sur ces 3 points: le développement de mon agence événementielle, ma religion, c'est l'un des piliers importants de mon installation, et mon bien-être.
tant que je me retrouverai sur ces points-là, je resterai au Sénégal. Si j'ai des opportunités professionnelles ailleurs, que ce soit même en France ou que ce soit ailleurs, je ne serai pas fermée à ça. On ne sait jamais de quoi la vie est faite. Je ne pensais pas m'y installer aujourd'hui au Sénégal. Mais pour moi, je me retrouve vraiment dans ces 3 points. Et si ces 3 points me suivent et me suivront ailleurs, je foncerai. Et puis, qui sait ce que la vie nous réserve. Mais en tout cas, je suis là. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Merci vraiment pour cette authenticité et d'être aussi open dans ce que tu dis. Avec plaisir. C'était très, très agréable. Pareillement. Je te souhaite plein de succès. Merci. D'autres gros événements Merci. encore plus prestigieux que ce que tu fais là. Merci. Et on garde la barre très haute. Oui, toujours. Merci à toi. Merci beaucoup, Penda. Gentil. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. C'était votre podcast Histoire d'audace avec votre boss lady internationale Penda Dime qui nous a partagé son histoire de retour, sa dépression, ses aventures entrepreneuriales, ses opportunités, tout ça sans filtre. Merci à elle. Et encore une fois, pour nous soutenir, abonnez-vous, partagez, likez pour faire évoluer ce podcast à un autre niveau. À très bientôt.